Bienvenue dans le débat. 1000 actes antisémites recensés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre. C'est 2 fois plus qu'au cours de l'année 2022. 500 personnes ont été interpellées, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. En Allemagne, une crèche pourrait renoncer au nom d'Anne Frank, car la directrice estime que l'histoire de l'adolescente juive morte dans un camp de concentration est difficile à comprendre pour les plus petits. Après l'indignation, le conseil municipal devrait finalement s'y opposer. Aux États-Unis, certains campus dans les universités prestigieuses s'enflamment. La Maison-Blanche s'alarme face à ce qu'elle qualifie de hausse alarmante des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus universitaires. En France, le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont appelé à l'organisation d'une grande marche civique dimanche après-midi à Paris. Elisabeth Borne a affirmé qu'elle y sera. Le Rassemblement national a également annoncé sa participation. Du coup, la France insoumise et le Parti communiste refusent d'être présents. Alors d'abord, pourquoi une telle recrudescence de ces actes antisémites en France et ailleurs en Europe et aux États-Unis? Est-ce une importation de la guerre entre le Hamas et Israël? Comment y répondre? Une politique sécuritaire est-elle suffisante? Et puis, quid de cet appel à une grande marche dimanche en France? Un sursaut s'impose-t-il? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne-Sophie Seban-Bécache. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directrice de l'American Jewish Committee en France. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Pascal Bruckner. Bonsoir. Bonsoir. Philosophe, auteur, ça c'est votre dernier livre, Le sacre des pantoufles, du renoncement au monde, et c'est publié chez Grasset. Avec nous également Dominique Sopo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de SOS Racisme, bienvenue à vous. Et puis Jean-Yves Camus est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, bienvenue à vous également. Avant de débattre, je vous propose d'abord de faire un point en images avec Maryse Virgo. De cette Française de confession juive. Dimanche matin, elle ouvre sa pizzeria à Villeurbanne. Et elle découvre ses étoiles de David sur la porte et le mur arrière de son restaurant. Voilà, donc ce qu'on a découvert là, les 3 autres étoiles de couleurs différentes et marquées 3 fois mort. Elle est choquée, dégoûtée et porte plainte. Mais très vite, elle se dit qu'il faut désormais redoubler de prudence. Quand il y a des petits jeunes qui viennent manger là, je leur dis en partant d'enlever leur kippa. Je ne vais pas avoir cette responsabilité qu'il leur arrive quoi que ce soit ou voilà. On est obligé d'être vigilant. Une vigilance décuplée devant toutes les écoles juives de France. Ces 2 pères de famille surveillent cet établissement scolaire juif. Ils acceptent de nous parler, mais en toute discrétion. Parents et professeurs les appellent les pères protecteurs. Ils ont été formés par le SPCJ, le service de protection de la communauté juive. Regarder les personnes suspectes, voir s'il n'y a pas des colis abandonnés et alerter mes collègues si jamais il y a quoi que ce soit, qu'on puisse verrouiller les portes de l'école. Ces bénévoles travaillent en bonne intelligence avec la police et l'armée. On a eu un peu de tout. On a eu des gens qui passent en nous filmant, qui filment l'établissement, qui repèrent un peu le dispositif qui est mis en place, des provocations de regard, des provocations verbales, donc de genre d'insultes, des choses comme ça. Cet homme est l'un de ses pères protecteurs. 2 enfants scolarisés dans une école juive et une épouse enseignante dans ce même établissement. Ce dont on a peur, c'est un massacre. C'est la même chose que ce qui s'est passé dans les kibbutz en Israël. C'est qu'il y ait quelqu'un qui rentre avec une Kalachnikov, que quelqu'un qui rentre et qui tue tout le monde. Ces 4 dernières semaines, avec l'explosion des actes antisémites, certains font le choix de la discrétion. Certains décident de retirer les pendentifs avec des étoiles de David. Les gens changent de nom parfois sur des applications. Ils ont tendance à éviter d'être identifiés comme juifs. La communauté craint une invisibilisation des juifs dans l'espace public. Jean-Yves Camus, comme vous êtes l'historien, pour cadrer le débat, ces actes antisémites sont-ils effectivement l'importation du conflit au Moyen-Orient? Non. Vous dites non, parce que quand on est antisémite à plein temps, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on l'est lorsqu'il se passe quelque chose au Proche ou au Moyen-Orient, et on l'est également lorsqu'il ne se passe rien. On va revenir un petit peu sur les chiffres. En 1999, il y a 89 actes antisémites recensés. En 2000, qui est l'année de la seconde intifada, il y en a un peu plus de 750. L'année 2001 est une année aberrante, on tombe à 211, on n'a jamais su pourquoi.
Et ensuite, ça remonte. Alors effectivement, ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup Ça depuis monte beaucoup un mois. lorsqu'il se passe quelque chose. 2004, même si la guerre en Irak et les Juifs, on ne voit pas complètement le rapport. 2004, 2006, 2009, 2014. Mais on ne redescend jamais, je dis bien jamais, en dessous d'un plancher de 300 à 350 actions, qui non seulement sont beaucoup plus nombreuses qu'avant le début de la seconde intifada, mais qui, en termes de gravité, qu'il s'agisse des assassinats ou, heureusement, de choses moins graves, mais tout de même, qui sont les atteintes aux personnes, on a une augmentation. Et cette augmentation, elle est continue. Donc oui, évidemment, il y a des pics d'activité, si j'ose dire, lorsque les confrontations moyen-orientales existent, mais tout de même, et ça n'est pas propre à la France, lorsqu'il ne se passe rien de particulier, l'ambiance n'est plus celle des années 90. Qui était une ambiance plus Qui était d'unité, de... Non, qui était d'abord une période pendant laquelle la majorité des actes étaient commis par des militants d'extrême droite, on dirait aujourd'hui l'ultra-droite. On avait à l'époque beaucoup de tracts, de publications, etc. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas, c'est les réseaux sociaux. Et ça, effectivement, ça accentue encore ça, plus le phénomène. Ça change le paysage. Anne-Sophie Sebban-Bécache, ça change peut-être ces réseaux sociaux, peut-être que ça explique aussi cette montée de l'antisémitisme depuis un mois. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Jean-Yves Camus ? Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas Mais on voit que tout de même qu'il y a une peur, enfin, quand on voit ce reportage. Ah oui, bien sûr. Un climat de peur. On peut en parler, effectivement, de cette peur. Elle est permanente et elle préexistait d'ailleurs aussi au 7 octobre. Nous, on mène cette enquête auprès des Français et des Français juifs sur la question de l'antisémitisme. Et c'est la grande majorité des Français juifs qui a déjà vécu une expérience antisémite qui va de la moquerie à l'agression physique. Et on sait que ces mêmes chiffres dont on vient de parler ne représentent que les dépôts de plainte et qu'en réalité, 80% des Français juifs et d'ailleurs de l'ensemble de la population ne déposent pas plainte dans ce genre de circonstances. Donc c'est encore c'est simplement la face immergée de l'iceberg. Et on sait que dans ces moments de tension, la peur est plus élevée. On l'a aussi mesuré à d'autres périodes. Mais c'est un phénomène beaucoup plus large et qui remonte pour sa recrudescence aux années 2000, comme l'a dit Jean-Yves Camus. Pascal Bruckner. Oui, Ce lien avec ce conflit entre Israël et le Hamas. C'est la permission de tuer. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a libéré la parole. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est plus un tabou. Et même dans certains cercles, il est recommandé. On peut donc se laisser aller à toutes sortes de proférations racistes. Et peut-être ce qui a changé depuis Durban, qui devait être une conférence internationale contre le racisme, qui était un déferlement de haine anti-juive, ce qui a changé, c'est que précisément ce déferlement n'est plus interdit. Il y a une parole qui s'est libérée. Alors, Jean-Yves Camus parlait de l'ultra-droite dans les années 90. Alors, c'est vrai que récemment, on a vu un tract du GUD anti-israélien qui disait « ni kippa, ni kippa ». Mais globalement, il y a quand même cette jonction qui s'est faite depuis le début du XXIe siècle entre l'ultra-gauche et les antisionistes islamistes. Et cette jonction, on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui à la France insoumise. On voit bien comment Mélenchon a été saisi d'une bouffée de... Comment l'appeler ? Une bouffée de colère contre Israël et contre la communauté juive, contre le CRIF, qui c'est devenu aujourd'hui son nouveau socle électoral. Mais c'est ça le phénomène le plus intéressant, c'est que tout d'un coup, la haine des Juifs, qui était traditionnellement liée à l'accusation qui leur était faite d'incarner le grand capital, le capitalisme financier, se redouble de la condamnation d'Israël. Et cette condamnation est portée par une partie de la gauche, ce qui facilite évidemment, comme le disait Jean Kelevitch, il est licite aujourd'hui d'être antisioniste. Cela prouve simplement qu'au fond, l'antisémitisme est légitimé à son tour. Dominique Sopo, pour répondre à ce que vient de dire Pascal Bruckner, il faut rappeler à nos téléspectateurs internationaux qu'en France, la communauté juive, c'est la plus importante d'Europe, mais également la communauté musulmane, qui est aussi la communauté la plus importante d'Europe. Donc peut-être que ça joue aussi... Oui, sans doute que ça joue de toute façon, mais je tiens à faire remarquer que l'explosion des actes antisémites, on a eu plus de 1000, c'est-à-dire plus de 2 fois que sur toute l'année précédente, est quand même un élément extrêmement inquiétant et qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un problème
de flambée d'antisémitisme dans notre pays et de tortiller autour du sujet. Et à cet égard, il faut dire que chacun est un peu appelé à sa responsabilité. Alors certes, il y a les habituelles défaillances de modération sur les réseaux sociaux, puisque tout à l'heure on en parlait. Enfin, c'est quand même assez affligeant de voir ce qui circule sur les réseaux sociaux avec les effets d'entraînement que cela peut avoir. Tous les jours, c'est quand même assez extraordinaire. Et le deuxième élément, de ne pas jouer de la confusion permanente entre la condamnation que l'on pourrait avoir d'une réponse disproportionnée d'Israël. On peut penser que, d'ailleurs je le pense, que les bombardements sur la bande de Gaza font un nombre de victimes civiles qui quand même pose un énorme problème, sans pour autant venir légitimer quoi que ce soit de l'ordre de l'antisémitisme. Et moi, très honnêtement, être dans un pays dans lequel des gens doivent cacher qu'ils sont juifs, cachent leur mezouza, cachent leur kippa, enfin, où est-on ? Là, il y a vraiment un énorme problème. Et je pense que face à ce problème, on peut attendre un peu de décence de la part de l'ensemble des acteurs politiques, ce qui ne semble pas être le cas. On parlait de Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement a des comportements qui deviennent quand même de plus en plus violents et problématiques. Je pense aussi à Jordan Bardella, qui profite de la séquence pour expliquer que non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. On va y revenir. Parce que comme ça passe sous les radars en ce moment. Parce qu'en fait, le problème, il serait ailleurs. Et il essaye de refourguer quelque chose de dégueulasse, finalement. Bon, et je pense qu'on est quand même sur des grands moments d'irresponsabilité. Et les moments d'irresponsabilité sont extrêmement dangereux dans les périodes de tension. Jean-Yves Cabiameux sur l'Allemagne aussi, parce que ça touche la France, mais comme je l'ai dit, ça touche aussi l'Allemagne, les États-Unis. Cette crèche, en fait, ça a créé évidemment tout un tollé en Allemagne, puisque en fait, la directrice de cette crèche en Allemagne voulait changer de nom. Alors c'est encore en débat, et justement renonçait au nom d'Anne Frank, qui est donc cette adolescente juive qui est morte dans les camps, en disant que c'était difficile à comprendre pour les petits, qu'il fallait être peut-être, en tout cas, renoncer, peut-être que c'était trop lourd pour les petits, c'est ce qu'elle voulait dire. Est-ce que ça veut dire balayer sa propre histoire que de faire cela ? Alors tout d'abord, c'est pas le nom de la crèche qu'il faut changer, c'est la directrice. Oui. Elle dit quelque chose qui est audible. Que pour des tout petits sont à la crèche. C'est effectivement une histoire qui est difficile à raconter. Ça me semble être une évidence. Il faut au minimum être adolescent pour pouvoir comprendre le contexte, lire le journal d'Anne Frank et en tirer profit. Mais débaptiser un service public, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, au prétexte qu'un certain nombre d'enfants ne comprendraient pas, ça ne me paraît tout simplement pas admissible, et pas simplement parce que c'est l'Allemagne. La chose se passerait ici, je dirais absolument la même chose. Quel est le fond du problème ? Alors là, ce n'est pas pire parce que c'est en Allemagne ? Écoutez, moi je pense que l'Allemagne a fait un travail de mémoire qui est exemplaire et qu'à bien des égards, nous pourrions nous en inspirer, y compris au plan des instruments juridiques de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Mais revenons au fait. Cette crèche, est-ce que c'est vraiment parce que les petits-enfants ne peuvent pas comprendre qu'elle souhaite la débaptiser, ou c'est parce qu'une partie du public qui la fréquente n'adhère pas à ce qu'on appelle en Allemagne la Leitkultur, la culture dominante allemande, et n'a pas les repères historiques pour véritablement comprendre qu'appeler une crèche du nom d'Anne Frank en Allemagne, ça a un sens. Anne-Sophie Sebban. Oui, je voulais simplement rebondir là-dessus aussi, parce que cet incident, pour moi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette peur, en fait. On a parlé de la peur des Français juifs et des Juifs du monde entier qui, au-delà de la multiplication des actes antisémites depuis le 7 octobre, ont vécu un traumatisme énorme. Les massacres du 7 octobre en Israël ont créé une onde de choc, je crois, pour les Juifs du monde entier. Et on nourrit ce sentiment de peur. Et la réponse à ça, parce qu'on a aussi vu la résilience à la fois de la société israélienne et à la fois des Juifs à travers le monde qui se mobilisent et qui combattent ce phénomène, en face, les pouvoirs publics, les directeurs d'école, doivent faire que cette peur, elle change de camp. Et de vouloir débaptiser une crèche, de demander aux Juifs d'éviter de porter la kippa, que nous, on se pose la question d'enlever notre mezouza, c'est totalement inacceptable et il faut qu'on inverse cette tendance. Il faut que la peur change de camp et pour ça, il faut qu'on soit aidé par tout le monde, y compris par les pouvoirs publics.
Pascal Vauthier, aux États-Unis aussi, hein, on en parlait, il y a une hausse alarmante, je cite la Maison-Blanche, hausse alarmante des incidents antisémites dans les écoles et sur les campus universitaires. Bon, on a vu les images aujourd'hui d'ailleurs à Harvard, le consul général israélien s'est déplacé à la demande des donateurs de l'école. Il y a eu des étudiants qui ont brandi les pancartes donc, de soutien aux Palestiniens, donc il a dû évacuer. Bref, c'est pas seulement à Cornell également, il y a eu beaucoup de heurts. Pourquoi est-ce que ça s'enflamme comme ça dans les campus américains ? Alors l'Amérique, c'est le phénomène le plus étonnant et le plus inquiétant, parce qu'au fond, en France, on était habitué à l'antisémitisme. Aux États-Unis, c'est nouveau. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, en tout cas, qui me paraît évident. C'est que l'Amérique vit depuis une dizaine d'années sur la vague woke, notamment sur la théorie critique de la race. Et que dit la théorie critique de la race ? Elle dit qu'il y a un oppresseur dans le monde, c'est l'homme blanc. Et à côté de ça, on se dit, il y a eu un article qui est paru dans The Atlantic il y a 4 ans, les Juifs sont-ils blancs ? Réponse oui. Donc si les Juifs sont blancs, ce sont à leur tour des oppresseurs. Et ce qu'ils font aux Palestiniens au Proche-Orient, c'est ce que font les suprémacistes blancs aux Noirs aux États-Unis. À partir de là, vous avez effectivement une flambée d'adhésion des campus à la cause palestinienne. Alors, qu'ils adhèrent à la cause palestinienne, en soi, ça n'est pas grave. On a parfaitement le droit d'être en faveur d'un État palestinien, mais la manière dont ils le font est effrayante. Alors, je vais vous citer un exemple. Un article de Mark Weissman est sorti dans Tablet. Il y a quelques jours. Il raconte qu'un professeur de Cornell, sympathisant de Black Lives Matter, hurlait de joie le 7 octobre lorsqu'il a appris l'assassinat des Israéliens par le Hamas en disant « c'est exaltant, ça m'a énergisé ». Alors, c'est quand même, on se dit, mais on est tombé sur la tête. Comment peut-on soutenir la cause de Black Lives Matter en se réjouissant de la mort de femmes, d'enfants et de vieillards juifs ? Et donc, je pense qu'il y a... Quelle est votre explication, justement ? Alors, à part le wokisme, il y a eu un divorce aux États-Unis entre la cause noire et la cause juive. Souvenez-vous que des rabbins accompagnaient Martin Luther King dans sa grande marche à Washington. C'était le moment de la fusion. Et puis, les deux mouvements se sont séparés. Il y a d'un côté, si vous voulez, l'héritage de Martin Luther King, qui lui était l'homme de la fraternisation, et le maire de New York, David Adams, s'était rangé. Il a fait un très beau discours à propos du pogrom du 7 octobre. Il a fait un très beau discours. Il est lui-même afro-américain, en se revendiquant de l'héritage de Martin Luther King. Et puis, il y a, je dirais, la tendance de Malcolm X, qui, elle, est beaucoup plus sécessionniste, séparatiste, et qui dénonce les Juifs comme étant les principaux responsables de la traite. Et donc l'Amérique est au confluent de toutes ces contradictions et de toutes ces tensions, et ça explique ce déferlement qui n'est pas, qui est quand même stupéfiant, effrayant. Dominique Sopo, pour réagir peut-être à ce que vient de dire... Je tiens quand même à dire que Malcolm X a beaucoup évolué sur la fin de sa vie, au demeurant. Il a été assassiné d'ailleurs. Et qu'il a été en rupture avec des postures précédentes, et qu'il était plutôt dans un rapprochement, intellectuel d'une certaine façon avec Martin Luther King. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un divorce entre la cause noire et la cause juive. Je pense qu'il y a des tendances qui existent, qu'il y reste quand même... j'allais dire des choses extrêmement fortes, ce qu'on a appelé la Black Jewish Coalition pendant très longtemps aux États-Unis. Il y a quand même des éléments qui restent extrêmement solides. On peut le voir dans toute une série de réalités institutionnelles. Ceci étant, je ne connais pas assez la situation aux États-Unis, mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas confondre le soutien, ce qui était dit, le soutien au droit des Palestiniens à avoir un État, quand même, j'allais dire, la moindre des choses d'une certaine façon, et une agressivité antisémite, ou le fait de se réjouir de la mort. Parce que, en fait, quand on milite en faveur d'un État palestinien, en fait, c'est pour, me semble-t-il, que chacun là-bas puisse vivre en toute quiétude, que les gens puissent s'émanciper, puissent avoir une souveraineté qu'ils pourraient exercer sur un bout de territoire. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quand même des formes de confrontation de logique un peu messianique, de logique d'absolutisme, où on a des camps dans lesquels, en fait, la solution à ce qu'ils perçoivent comme étant le conflit là-bas, ce serait qu'il faut éliminer la partie d'en face. Alors que tout l'enjeu, justement, c'est de faire en sorte de comment, quand il y a deux peuples, eh bien, il y a deux États qui doivent se construire. C'est bien là la difficulté. Et ces rêves d'éradication
sont quand même des rêves qui sont en fait des cauchemars. Jean-Yves Camus, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de radicalisation, pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique Sopo, de volonté d'éradiquer l'autre? Vous parliez des réseaux sociaux, on a l'impression que plus personne ne se parle vraiment, qu'il n'y a plus vraiment de place pour la nuance. Est-ce que ça fait partie de cela? Mais moi, je veux bien parler avec tout le monde, Ça, c'est sauf avec les gens qui veulent m'éliminer. Oui. C'est-à-dire que là où il est possible d'avoir une discussion Qui sont rude plus nuancés en général. avec, on va dire, l'autorité palestinienne ou ce qu'il en reste, je ne vois pas comment je peux discuter avec le Hamas. Ce pour deux raisons. La première, c'est que sa charte contient, noir sur blanc, une référence au protocole des Sages de Sion et à la volonté d'éliminer, non pas simplement Israël, mais les Juifs, où qu'ils vivent. Je ne sais pas ce que j'ai à dire, moi, M. Haniyeh. Il y a sans doute rien à me dire, moi non plus. Parce que, de leur point de vue, la lutte est existentielle. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent continuer à exister que si nous disparaissons. Nous, les Juifs. À partir de là, si vous voulez, le dialogue se rompt, naturellement. Et il est compréhensible, du point de vue, en tout cas, des officiels israéliens et de l'armée israélienne, qu'il y ait une volonté d'éradiquer le Hamas. Ce qui ne veut pas dire éradiquer la population civile qui vit dans la bande de Gaza, bien évidemment. Anne-Sophie Sebran. Sur les États-Unis, peut-être? Oui, sur les États-Unis, ou sur justement ce manque de nuances, cette espèce de... Ici même, un de mes invités libanais me disait on est obligé de choisir notre camp, y compris dans le monde académique. Est-ce qu'on est pro-israélien? Est-ce qu'on est pro-palestinien? On ne peut plus se parler. C'est vrai que on le ressent, ça. Oui, bien sûr. Et simplement pour compléter sur les États-Unis, sur la situation, comment on peut expliquer ce qui se passe sur les campus. Je crois qu'on a vu aussi dans les années précédentes, c'est pas non plus un phénomène nouveau. Il y a exactement tout ce qu'a décrit Pascal Bruckner, et il y a cette polarisation politique très forte à travers laquelle la question de l'antisémitisme a énormément joué, notamment sous la présidence de Donald Trump, où on a vu ce qu'on n'avait pas encore vu ici en France, mais qu'on voit un petit peu aujourd'hui avec LFI et le RN, une polarisation et une utilisation par une frange extrémiste des Républicains et par une frange démocrate radicale de la question de l'antisémitisme pour renvoyer la balle dans un camp ou dans un autre. Et ça a beaucoup joué, je crois, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le fait aussi que le soutien à Israël, pour y venir, qui était un soutien transpartisan aux États-Unis, c'est scindé et c'est même morcelé aujourd'hui dans le spectre politique américain. Est-ce que l'antisémitisme a changé, Pascal Bruckner, dans ses formes? On a beaucoup parlé de la montée de l'intégrisme islamiste et du fait qu'il y a un nouvel antisémitisme lié à cet intégrisme islamiste. Ah oui, enfin, il ne change pas, il transmute. C'est-à-dire qu'il a cette capacité inouïe de se rénover à chaque période. Et même la Shoah est imputée aux Juifs comme un crime dont il serait coupable et dont il faut en quelque sorte les déposséder. C'est la fameuse concurrence victimaire. Et donc, effectivement, nous sommes confrontés aujourd'hui à l'antisémitisme de l'islam radical. Alors, il y a quand même une nuance importante à apporter. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite ne tue plus les Juifs. En revanche, l'islam radical a tué plusieurs fois 12 citoyens français de confession juive tués depuis le début du XXe siècle, sans compter tous les massacres du Bataclan et de Nice. Alors, juste une petite nuance sur les États-Unis. Je pense que vous avez vu que les étoiles de David qui ont été taguées à Paris sont imputées par un juge d'instruction en attendant plus ample information aux Russes. Mais il y a aussi apparemment de la part de Moscou une guerre informationnelle extrêmement intelligente parce que malheureusement les Russes sont tout sauf stupides. En direction des campus américains et en direction du Parti démocrate. Le calcul de Poutine est assez malin, c'est de couper le Parti démocrate de Joe Biden, c'est-à-dire d'éliminer le vote systématique des démocrates de Biden pour que Trump gagne. Et Trump étant pro-Poutine, Trump adorant tous les dictateurs, ça voudrait dire que la Russie aurait le droit d'aller directement en Ukraine et de s'emparer du pays. Vous avez vu d'ailleurs que Poutine a comparé le siège de Gaza au siège de Leningrad par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une piste à explorer. Donc vous y voyez la main de Poutine aussi. Il y a plusieurs mains, et Poutine était probablement aussi derrière l'attaque du Hamas, puisqu'il a rencontré, Lavrov a rencontré Emmanuel il y a quelques mois.
En tout cas, lorsque vous faisiez référence à ces 250 pochoirs qui font figurer ces étoiles de David qu'on a retrouvées sur plusieurs immeubles à Paris et en région parisienne, une enquête a effectivement été ouverte. La piste d'un commanditaire moldave qui vit en Russie est privilégiée. Donc là, est-ce qu'on peut parler, Dominique Sopo, dans ce cas précis, en particulier, d'une sorte de volonté, d'abord que la Russie, elle pourrait être vraiment un commanditaire pour déstabiliser ? C'est assez clair. De toute façon, Vladimir Poutine et son régime se sont comportés avec des logiques de déstabilisation sur toute une série d'élections dans les pays occidentaux qui sont quand même aujourd'hui assez bien renseignés. Donc que nous soyons face à un régime qui utilise les tensions, les lignes de fracture qui existent au sein des pays pour venir les élargir ou pour venir mettre du sel sur les plaies, si on prenait une autre image, c'est plus que probable. Et une fois de plus, manifestement, la question des étoiles de David sur les murs en Île-de-France pointe vers la Russie. Donc c'est plus que probable. Jean-Yves Camus, ça vous surprend ça ? Parce qu'effectivement, on parle d'un couple de Moldaves qui aurait donc posté ces étoiles de David et qui serait lié directement à un Moldave qui vivrait en Russie. Il y a une enquête en cours, mais on va vraiment dans cette direction, avec en plus une utilisation de réseaux sociaux très utilisés par les Russes. Alors, il y a une enquête en cours, et bien évidemment, je ne sais rien de ce qui figure dans l'enquête, donc sans s'avancer outre mesure, on peut remarquer plusieurs choses. La première, c'est d'abord que ce couple de personnes est en situation irrégulière. C'est assez inquiétant cette affaire parce que parmi les auteurs d'actes antisémites qui ont été commis depuis le 7 octobre, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, il y a un nombre anormalement élevé, je trouve, de personnes en situation irrégulière. C'est-à-dire des personnes qui savent qu'en fait, à tout moment, elles peuvent se faire intercepter et expulser, et qui, le sachant, décident de commettre un acte qui est un acte délictueux. Il faut quand même avoir une certaine dose de sentiment d'impunité pour agir de cette façon. La seconde chose, et ça me vient en fait, en ayant regardé tout à l'heure les images de Mme von der Leyen annonçant l'accélération du processus d'accession de la Moldavie et de l'Ukraine, c'est que, d'une certaine manière, est-ce que tout cela n'est pas... Alors, je prends l'hypothèse du commanditaire moldave habitant en Russie. Il existe des oligarques moldaves habitant en Russie, influents, politiquement influents. Est-ce que ça n'est pas une tentative de sabotage de cette accélération du processus par des gens qui sont les adversaires politiques de Maia Sandu, qui sont des adversaires politiques de l'adhésion et qui ont effectivement les moyens et la volonté de semer des petits cailloux comme ça pour essayer de faire gripper la machine. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul cas avéré d'ingérence. C'est l'affaire de Paris. Il faudra regarder s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, là, ça deviendra plus systémique. Et effectivement, mon hypothèse, qui est assez évanescente à ce stade, prendra peut-être un petit peu de consistance. En France, je le disais, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont appelé à une grande marche civique dimanche après-midi. Une marche donc contre l'antisémitisme et pour la République. Elisabeth Borne a déjà affirmé qu'elle allait participer à cette marche. Le Rassemblement national également. Rassemblement national qui n'a pas sa place dans un tel défilé, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. On va l'écouter. Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion, il y a quelques jours, de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
j'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront, et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche, à cette manifestation. L'hypocrisie de la classe politique, la manière dont ils cherchent à utiliser des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour se pousser du col, je m'en moque. Je les connais trop bien, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les Français puissent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, expriment leur volonté de combattre cette idéologie islamiste. La France Insoumise, du coup, et le Parti communiste refusent de participer à cette fameuse marche. Jean-Luc Mélenchon a tweeté hier soir, vous le voyez, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Il faisait une allusion, bien sûr, au bombardement israélien sur Gaza. Anne-Sophie Seban, la question qu'on se pose, c'est qu'a priori, cette marche, elle devait être nationale pour la République. Et on voit tout de suite des divisions politiques extrêmement fortes parce que, en l'occurrence, le Rassemblement national a décidé d'y participer. Alors ça devient compliqué finalement de vouloir organiser une marche pour soutenir contre justement les actes antisémites et pour la République. Bien sûr, et avant d'y venir, il faut dire que cette marche, elle se fait à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, c'est-à-dire de la représentation nationale qui appelle tous les Français à se mobiliser pour la République et contre l'antisémitisme. Et ce qui se passe politiquement ne doit pas amoindrir la portée de cette marche. Elle est importante, on fait face à un phénomène d'une gravité inouïe. Le CRIF est favorable, bien donc, sûr. Vous, par exemple, vous allez participer. Évidemment. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'est absolument pas dupe de la stratégie des uns et des autres qui se font face. D'ailleurs, ces deux stratégies se font face. On a d'un côté, effectivement, le Rassemblement national qui fait entendre avec beaucoup de bruit sa présence et qui essaye ainsi de poursuivre sa stratégie de normalisation. On l'avait vu au moment de la formation du groupe de travail à l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme, où ils avaient été les premiers à vouloir essayer de prendre la présidence de ce groupe. Donc on n'est absolument pas dupes et ils sont indésirables. Et de l'autre côté, on a la France insoumise qui, en se désinvitant, acte sa dérive morale, sa perte totale de boussole morale qu'on avait déjà vue à l'œuvre depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et qui s'est confirmée depuis le 7 octobre, comme cela a été décrit plus tôt. Dominique Sopo, est-ce que justement l'objectif de cette marche d'unifier, de réunion, finalement, ça tombe à l'eau ? De fait, il y a quelque chose qui est d'emblée écorné. De toute façon, malheureusement, j'allais dire, à partir du moment où vous avez une extrême droite qui, institutionnellement, est présente de façon de plus en plus importante, par exemple dans les chambres. Le fait que ce soit un appel des deux présidents des chambres aboutit quand même aussi à cette situation, parce qu'on voit très mal les présidents des chambres, j'allais dire, faire un appel sans, en disant d'emblée, parce que de toute façon, ils ne pourraient pas le faire en tant que tel. Ça ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir une grande clarté sur le sujet. Qu'ils n'en aient pas le pouvoir est une chose, mais ils ont quand même un droit à la parole. Je sais que dans quelques minutes, il y aura une intervention des deux présidents des chambres, donc on verra ce qu'ils diront sur le sujet, parce que je pense qu'effectivement, il y a un problème à faire comme si, justement, il n'y avait pas de problème. Je rappelle d'ailleurs que non seulement le Front National, ça a été, le Rassemblement national, non seulement à travers les propos de Jordan Bardella, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas clarifié le rapport de ce parti à l'antisémitisme, mais j'allais dire... Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas condamné... Non, excusez-moi, par ailleurs, quand bien même ce parti serait clair sur l'antisémitisme, il y a quelque chose qui, au moins, n'est pas remis en cause, c'est que quand même, ils sont sensiblement racistes. En fait, quand on fait une marche pour la République et contre l'antisémitisme, en fait, je ne pense pas que les racistes aient leur place. Vous voyez, moi, par exemple, Dieudonné, je pense qu'il n'était pas vraiment raciste contre les Noirs, mais il n'avait pas sa place dans les manifs antiracistes. Parce qu'à partir du moment où il dit, il y a un problème avec les Juifs, merci, au revoir. Voilà, c'est ça aussi la République. Et peut-être qu'il faudrait quand même rappeler ce qu'est ce parti, qui est un parti d'extrême droite. Et il peut essayer toutes les manœuvres vis-à-vis de la question de l'antisémitisme, ça reste bien un parti qui pose problème dans son rapport à la République, c'est le moins qu'on puisse dire. Pascal Bruckner, mais c'est quand même intéressant de voir que Marine Le Pen est la première à avoir dit qu'elle participait. Effectivement, Jordan Bardella dit... Il y a un certain nombre de ses adhérents, d'ailleurs, qui disent qu'au sein de l'extrême droite, il n'y a plus qu'un groupuscule qui soit antisémite. Alors là, effectivement, Jordan Bardella nie l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Donc ça a relancé, bien sûr, le débat, puisque Jean-Marie Le Pen a été condamné au moins 6 fois, c'est ça, pour antisémitisme. Mais enfin, c'est vrai que ça pose question, en tout cas. C'est très maladroit. Est-ce qu'il a réussi à faire cette mue, ce parti ? Alors, je ne sais pas s'il a réussi, mais en tout cas, Jordan Bardella vient de faire une énorme boulette.
parce qu'il aurait dû rien dire du tout. Il n'aurait pas dû parler de Jean-Marie Le Pen. Il veut sauver le père fondateur, et en le sauvant, il plombe son parti. Donc là, je pense qu'il a raté une marche et que peut-être Marine Le Pen va en profiter pour essayer de l'amoindrir, parce que vous savez, c'est son principal rival au sein du Rassemblement national. Mais cette marche, elle n'aura de sens que si elle est massive, énorme. Et je crains que dimanche, nous ne soyons que quelques milliers à arpenter le boulevard Saint-Germain. D'abord, c'est dans les beaux quartiers, c'est ce que je trouve dommageable. Moi, j'aurais préféré une marche dans les quartiers populaires. Parce que c'est l'Assemblée nationale, non? J'imagine, c'est la raison pour laquelle ils ont... C'est pas vraiment les quartiers où les gens regardent leur porte-monnaie, enfin, dans leur porte-monnaie à la fin du mois. Il aurait été bien d'effacer les manifestations précédentes de République à Nation. Bon, ça n'a pas été décidé comme ça. Mais oui, ça risque d'être un échec annoncé. Toutes ces bisbilles, cette marche de l'unité qui va être celle de la discorde, c'est un peu dommage. Mais au moins, c'est la seule chose qu'il faut espérer aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de massacre de masse. Parce que nous avons tous à l'esprit la tuerie de l'école aux Arts à Toulouse. Et n'importe quel excité peut demain prendre une Kalachnikov et tirer sur la foule. Et l'hypercachère. L'hypercachère, bien sûr, et peut tirer sur la foule. Alors, la seule chose qui a changé, parce qu'il faut le dire quand même, c'est fondamental, depuis 2015, 2014, 2016, c'est que les Français sont désormais dans la situation où sont les Israéliens en Israël avec le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de destin entre nos deux pays. Et si la cause palestinienne est, contrairement à ce que l'on croit, si peu populaire en France, à part quelques extrémistes, c'est bien parce que nous avons connu le Bataclan, parce qu'il y a eu Daesh, et parce que le Hamas a été salué par Daesh, a été encouragé, le Hamas, le djihad islamique, et qu'au fond, le grand malheur des Palestiniens, c'est d'être soutenus par des abrutis ou par des gens extrêmement légers qui encouragent le massacre des populations. Pour la Palestine et pour ce peuple, c'est une catastrophe d'être soutenu par quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est épouvantable pour eux. Ils ne pouvaient pas rêver pire cauchemar. Alors, Jean-Yves Camus, justement, pour que nos téléspectateurs internationaux comprennent bien. Donc, cet antisémitisme en France, il est quand même, au départ, de l'extrême droite. C'est pour remettre un peu les choses on va les remettre, verticales. On va les remettre en place de manière verticale par une référence à ce que nous dit la tradition juive sur l'antisémitisme. Le soir de la Pâque, nous disons, quand je dis nous, pratiquants, moins pratiquants, athées parfois, agnostiques, nous racontons l'histoire du peuple juif et de la sortie d'Égypte et nous disons, et à chaque génération, il y a des gens qui se sont levés pour nous exterminer et l'Éternel, notre Dieu, nous a sauvés de sa main. Ça veut dire que dès l'époque où les Hébreux ne sont pas encore le peuple juif, puisqu'ils ne le deviennent qu'avec la révélation du Sinaï, l'antisémitisme est déjà là. Il est protéiforme. Il a été de Perse, il a été d'Athènes, il a été de Rome, il a été ensuite de la chrétienté. Il mute, il transmute, il est transhistorique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça, et qui est finalement sans doute la raison des passions antisémites, c'est que toutes les civilisations dont je viens de vous parler ont disparu. Et que la culture qui reste, c'est la culture juive. Et ça, c'est pas supportable. C'est une anomalie historique. C'est une anomalie métaphysique. Et sur le Rassemblement national, alors, qui en fait dit avoir fait une mue, ne plus être antisémite, voulant aller tout de suite soutenir justement les Français de confession juive pendant cette manifestation. Qu'est-ce qu'il en reste en fait de cet antisémitisme au RN ? Quoi qu'il en soit, parce que moi je ne connais pas l'opinion des militants et des électeurs, ce qu'il en restera, c'est quelque chose de désastreux pour tous ceux qui ont combattu les idées du Rassemblement national et du Front national avant lui. C'est qu'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Vous allez défiler dimanche, mais vous êtes donc des soutiens inconditionnels du massacre des Palestiniens. » Eh bien, Marine Le Pen ne dit pas ça. Et il va falloir à un moment donné se poser la question de savoir comment on fait passer le message que, ne disant pas ça, elle est plus dangereuse que celui qui dit ça. Je vous souhaite bon courage. Anne-Sophie, c'est bon. Un mot pour compléter sur les militants du Rassemblement national, il faut bien le dire, et nous, on le documente très clairement sur les préjugés antisémites qu'on teste auprès des Français. Il y a une surreprésentation très claire des préjugés classiques. Les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias, ont trop de pouvoir dans la finance.
auprès des militants du Rassemblement national et auprès des militants de la France insoumise également, une surreprésentation très nette par rapport à la moyenne nationale. Des deux côtés. Persiste dans le temps. Dominique Sopo, mais justement, du côté de la France insoumise, on a beaucoup parlé, y compris ici, de Jérémy Corbyn, qui était donc le leader des travaillistes pendant un temps. Il était critiqué parce qu'il avait un positionnement ambigu sur l'antisémitisme. Il y avait des ambiguïtés entre antisionisme et antisémitisme. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie de l'ambiguïté qui, en fait, va faire basculer la gauche vers cette gauche-là, en tout cas, vers un antisémitisme? C'est moi qui pose la question. Oui. Alors, la confusion entre antisémitisme et antisionisme, je ne sais pas très bien quelle est votre question. Si l'antisionisme, qui est d'ailleurs la définition basique de l'antisionisme, ça voudrait dire concrètement aujourd'hui refuser le droit à l'existence d'Israël. Évidemment que là, comment dire, pourquoi Israël serait le seul pays pour lequel on dirait qu'il n'a pas le droit d'exister. Parce qu'il y a plein d'autres pays dans lesquels il y a des conflits, dans lesquels on peut être en désaccord violent avec les politiques qui sont suivies, dans lesquels il y a d'énormes problématiques, même guerrières, etc. Donc, j'allais dire, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, le terme d'antisionisme, c'est un terme qui est un terme que certains vont utiliser, dire non, mais en fait, c'est le droit de critiquer le gouvernement israélien. Évidemment qu'on a le droit de critiquer le gouvernement israélien. Et c'est finalement souvent un terme qui va être utilisé, pas forcément par tous ceux qui l'emploient, parce qu'il ne faut pas non plus surestimer la clarté de l'utilisation de l'emploi du mot par les personnes qui l'emploient. Mais on voit bien qu'en réalité, c'est un mot qui va servir pour certains de véhicule à une hostilité à l'État d'Israël, et en disant cela, à une forme d'illégitimité qu'ils vont étendre à la question des Juifs à avoir un État et à la critique des Juifs comme étant partout dans le monde ceux qui réclament le droit à avoir un État. Et donc on voit bien qu'on est en fait sur quelque chose d'extrêmement poisseux. Et c'est pour ça que je renvoyais à la question de la responsabilité. Quand on a un responsable politique, qui veut faire progresser l'émancipation, l'égalité, la liberté, les grandes valeurs auxquelles on peut adhérer, on ne joue pas sur le poisseux, on essaye d'éclairer les débats. Pascal Bruckner. Oui, alors ce qui est extraordinaire depuis le 7 octobre, c'est que les loups sont sortis du bois. C'est un révélateur. Et des gens que je croyais de gauche ou que je croyais pacifistes se sont révélés tout d'un coup des ennemis rabiques de l'État d'Israël. Je pense par exemple à la féministe Mona Chollet, qui est une critique classique du patriarcat, très bien. Et elle a fait un tweet quand Libération a fait une couverture montrant des Israéliens fuyant le Hamas. Elle a fait un tweet rageur en disant « Quelle honte, comment vous osez montrer que des Israéliens ?» Et de l'autre côté, alors vous croyez qu'ils ne sont pas massacrés? Peut-être ça n'est pas la bonne couleur de peau. Alors tout d'un coup, je me suis aperçu que cette dame décrivait le sionisme comme le projet le plus morbide qui soit et qu'effectivement, comme vient de le dire Dominique Sopo, tout le monde a droit à un foyer national, sauf les Juifs. Et c'est ça que révèlent au fond les événements du 7 septembre. C'est que, comme l'avait très bien expliqué, du 7 octobre, pardon, comme l'avait très bien expliqué Bernard Lewis, la défense des Arabes n'est qu'un bâton pour mieux rosser les Juifs. Et donc, ce que l'on règle en France, en Allemagne, aux États-Unis, c'est notre propre histoire avec le peuple juif. Et c'est peut-être une manière de nous exonérer collectivement des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale en disant, vous voyez, quand les Juifs ont un État, ils sont comme les nazis, ils sont pires que les nazis. Donc, on judaïse les Palestiniens pour mieux nazifier les Israéliens. C'est un retournement complet. Et donc, on met le monde à l'envers et on a l'impression d'avoir découvert la clé d'explication des phénomènes. Anne-Sophie, c'est bon. Mais alors, c'est vrai, quand vous parlez de l'extrême droite d'un côté, Rassemblement national, et de l'autre côté, la France insoumise, en disant que des deux côtés, effectivement, d'après vos études, il y a plus d'antisémitisme, c'est ça que vous dites? Oui, plus d'adhésion aux préjugés antisémites. Donc ensuite, quand là, on s'interroge toujours, pourquoi est-ce qu'effectivement, l'extrême gauche rejoint l'extrême droite sur un sujet qui était quand même, au départ, vraiment l'extrême droite en France? Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes préjugés, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et quand on parle, par exemple, de la question de l'antisionisme, je crois que c'est un nœud très important du problème. La définition est celle qu'a donnée Dominique, la définition initiale, mais il est tellement galvaudé que, par exemple, moi, je préfère parler d'antisémitisme lié à la haine d'Israël. Et c'est d'ailleurs, quand on pose la question aux Français, ce qui ressort comme la première source d'antisémitisme en France. Et on parle bien d'antisémitisme en France. Et ça me fait penser au débat qu'on a eu à l'époque sur l'adoption de la définition de travail de l'antisémitisme, où le terme antisionisme ne figure pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un texte qui permettait de donner des illustrations très concrètes permettant d'identifier l'antisémitisme lorsqu'il prend le visage de la haine d'Israël. Et c'est cela qu'on retrouve aujourd'hui à l'extrême gauche.
Des interpellations, en tout cas, il y en a eu 500, Jean-Yves Camus. Est-ce que cette réponse forte sécuritaire, elle suffit ? Alors cette réponse sécuritaire est effectivement forte et moi je n'ai jamais douté de la volonté des gouvernements successifs depuis l'année 2000 de sincèrement faire quelque chose pour que la courbe s'inverse. Le problème notamment non seulement pour les victimes bien sûr, mais pour les Juifs de France, ou pour les Français juifs, c'est le terme que je préfère, c'est que nous ne savons pas exactement quel est le détail de ces interpellations et que nous ne savons pas sur quoi elles débouchent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un trou noir, il y a interpellation, mais ensuite, est-ce qu'il y a mise en examen ? S'il y a mise en examen, est-ce qu'il y a procès ? S'il y a procès, est-ce qu'il y a condamnation ? Et si oui, à quoi ? À quelle peine ? Parce que si le quantum de peine, c'est effectivement, comme pour l'imam de Beaucaire qui vient d'être condamné en première instance. Le parquet a fait appel d'ailleurs. Si la condamnation, c'est 8 mois de prison avec sursis pour avoir incité à la haine des Juifs sur les réseaux sociaux, plus, tenez-vous bien, 1 an d'interdiction d'exercer. Je ne savais pas que la justice devait se mêler de la durée de l'interdiction d'exercer d'un imam. Au bout d'1 an, il va donc pouvoir de nouveau prêcher. Si c'est ça le quantum de peine, si vous voulez, comprenez que les victimes... Il faudrait être plus sévère. Oui, mais alors on ne peut condamner quelqu'un, évidemment, qu'à une peine qui est prévue par le Code. Donc si l'on pense que les peines sont insuffisantes, eh bien il faut changer le Code. Vous êtes d'accord, Anne-Sophie Sebon ? Oui, je suis d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. Je crois qu'effectivement, tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui va dans le bon sens. Il y a des choses qui sont très bien et on sait la détermination du gouvernement tant en matière de sécurité. On a vu les mesures préventives mises en place sur l'interdiction des manifestations également. Par rapport à d'autres pays comme en Allemagne, par exemple, où ce n'est pas le cas, on a vu des débordements antisémites. Et encore une fois, comme je le dis tout à l'heure, je pense que la peur doit changer de camp. Et pour cela, il faut mettre davantage de moyens, effectivement davantage de condamnations et que les antisémites aient peur. Merci beaucoup, Anne-Sophie Sebon-Bécache. Jean-Yves Camus, merci. Merci Dominique Sopo, merci beaucoup Pascal Bruckner. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.